On vous a connu, François Molins, comme quelqu'un qui expliquait beaucoup les choses, qui était très factuel, mais qui faisait acte de transparence. Est-ce que, selon vous, il faut communiquer sur ces attentats, communiquer sur le nombre d'attentats déjoués et être complètement transparent avec les Français? Je pense que oui. Comme je dis toujours, la justice est rendue au nom du peuple français. C'est la confiance des citoyens dans la justice qui fonde sa légitimité, et il ne peut pas y avoir de confiance s'il n'y a pas de transparence. Donc je pense que sur ce genre de faits, la justice doit être transparente. Elle peut bien sûr pas tout dire, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire pour respecter la dignité des victimes ou pour protéger la confidentialité des enquêtes, mais il faut être le plus transparent possible. Je pense qu'on le doit à nos concitoyens. Quitte à devoir gérer un aspect anxiogène. Oui, mais c'est pas impossible. Je pense qu'à l'époque, quand on communiquait beaucoup sur les attentats, on arrivait aussi à gérer cet aspect anxiogène. On avait bien pris conscience, je pense, de toute l'anxiété qu'il y avait dans la société. Donc, dans les points presse que je faisais, on intégrait cette dimension et on évitait effectivement d'en rajouter à ce climat anxiogène. Moi, je reconnais qu'il y a des choses que, à l'époque, j'ai pu ne pas dire parce que j'ai estimé que ça servait à rien et ça n'aurait pu que contribuer à aggraver l'anxiété de mes concitoyens. Il y a un autre sujet sur lequel on voudrait vous entendre, c'est celui de la justice restaurative. Oui. Le parquet antiterroriste plaide pour étendre cette justice restaurative aux victimes et aux auteurs d'attentats. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée ? Écoutez, la loi ne l'interdit pas. Hein. La loi qui a été votée, je crois que c'était à l'époque de M. Hervoas en 2017, il y a un article dans le Code de procédure pénale qui le prévoit, je crois que c'est l'article 10-1. Elle n'exclut aucun domaine, aucun champ de la justice restaurative. Hein. Donc, pourquoi pas? Simplement, il faut que ça repose sur des démarches, j'allais dire, de sincérité, et qui surtout suscite l'adhésion à la fois du côté des accusés, à la fois du côté des victimes. Les victimes, on ne peut pas les obliger à y aller, hein, il faut que ce soit un choix de leur part. Hier, l'avocate de Salah Abdeslam, condamné pour être l'un des auteurs des attentats du 13 novembre, a fait savoir que son client souhaitait s'adresser aux parties civiles justement dans cette démarche de justice restaurative. Vous comprenez ça? Pour moi, ce n'est pas véritablement l'image qu'il avait donnée au cours du procès. Vous attendiez pas à ça de sa part? Non. Qu'est-ce que vous en déduisez du coup? Je suis étonné. Encore une fois, ça ne correspond pas du tout à l'image qu'il a pu donner au cours des 9 mois d'audience. Un dernier mot sur Salah Abdeslam. On a appris qu'il avait à sa disposition un ordinateur, qu'une clé USB avait également été retrouvée. Est-ce que ça vous a choqué? Oui et non. Sur le principe, non. Parce que donner à un détenu un ordinateur sans connexion Internet pour lui permettre de travailler sur du traitement de texte, ça ne me choque pas du tout, si ça rentre dans le cadre d'une démarche de réinsertion. Par contre, un ordinateur qui donnerait des accès à Internet ou qui permettrait d'utiliser des clés USB qui sont rentrées de façon illégitime et frauduleuse en prison, ça oui. Mais il faut encore une fois, je pense, faire la part des choses et éviter les amalgames sur ces sujets. Tout ce qui peut contribuer à la réinsertion des gens dans une démarche de travail, je trouve que c'est bien. Tout ce qui sort du cadre de la loi et qui peut partir sur des images abusives ou de récréativité, non. Mais le fait de donner quelqu'un, par exemple, qui serait en maison d'arrêt, qui suivrait des cours et qui aurait pour ça besoin d'un ordinateur qui ferait du traitement de texte, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Même si c'est Salah Abdeslam? Même si c'est Salah Abdeslam. Par contre, en faire un usage dérivés et non autorisés, ça c'est particulièrement choquant. Mais encore une fois, il faut voir les choses et à quoi elles servent. Il y a 50 ans, aller voir dans les universités, les étudiants ils prenaient tous les cours à la main. Aujourd'hui, tous les étudiants, vous avez un mur d'ordinateurs, les gens prennent les ordinateurs. Donc encore une fois, il y a le traitement de texte et le travail, et il y a Internet et les mauvais usages qu'on pourrait en faire. Il faut pas mélanger les deux. Un dernier mot, François Molins, 10 ans après, quelle leçon, selon vous, le pays a retenu de ce 13 novembre? Je pense qu'on a tiré beaucoup de conséquences de ces attentats. Encore une fois, il y a eu 2 ans d'état d'urgence, la loi a changé, le cadre répressif s'est durci. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces attentats ils font partie de notre identité collective, qu'il faut entretenir à travers la construction d'une mémoire. Et je pense qu'autour de cet attentat, moi, c'est ce qui me frappe. Il
faut toujours positiver quand on peut le faire, hein, c'est les élans de citoyenneté et de solidarité qu'on a pu voir autour notamment de l'aide qui a pu et de la solidarité qui s'est développée à travers les intervenants, les citoyens lambda et tout à fait anonymes, à travers l'aide qu'ils ont pu apporter aux blessés et aux gens qui étaient impliqués dans ces attentats.